Pourquoi les génériques nous marquent? J'ai vu que dans la dernière, tu nous as pas fait le gag du bonjour au début. Ah oui, tiens, ça vous a manqué ça, le bonjour en début de vidéo? Il a pas dit bonjour! Donc, bonjour, pourquoi les génériques nous marquent? Et plus spécifiquement, pourquoi les génériques de séries nous marquent? Au premier ordre, on peut se contenter de dire que c'est parce qu'un générique mémorable est visuellement esthétique, et puis surtout qu'il a une musique frappante qui reste en tête. Et c'est vrai. La musique en particulier a un potentiel évocateur fabuleux. Voyez comment quelques notes suffisent à nous projeter 20 ans dans le passé. Donc voilà, de belles images avec de belles musiques, et puis ça fait la blague. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. C'était vraiment très intéressant. Cette réponse n'est pas totalement stupide, elle pourrait suffire, mais je vais essayer de faire un ou deux pas de plus. Salut et fraternité. Si je vous demande de citer un générique de série, un seul, quel que soit votre âge, quels que soient vos goûts, je suis certain que vous aurez plus de mal à choisir qu'à trouver. Pour moi c'est pareil, j'en ai des dizaines qui se bousculent dans ma tête et c'est bizarre. C'est bizarre parce que pour certains d'entre eux, je les ai vus une fois, il y a des années, alors pourquoi ? Pourquoi ces quelques secondes me restent plus facilement en tête que des formules que j'ai utilisées pendant 3 ans de thèse ? Pourquoi? Pour faire, mec. Bon, c'est sans doute en raison d'un attachement émotionnel plus intense. Ah bah vous comme œil de lynx, hein, pardon. Ouais, c'est vrai que ça paraît évident comme ça, mais ça a été mon point de départ. Et de là, l'étape suivante qui m'a paru la plus sensée pour comprendre précisément, ça a été de farfouiller. Alors, je suis tombé sur plein de classements plus ou moins arbitraires, des vidéos apportant des points de vue complémentaires aux miens, quelques articles de presse ou universitaires, le site d'une exposition de Sérimania spécifiquement dédiée au générique, avec un documentaire du critique Olivier Joyard, qui a l'air très intéressant mais qui est totalement introuvable. Oh merde! Oh, c'est con ça! Mais c'est pas grave, je fais mijoter tout ça, et j'avance un peu dans ma compréhension de l'anatomie des génériques marquants. Je vais donc déposer cette compréhension-là, en l'état, subjective, imparfaite et, bien entendu, incomplète. Vous remarquerez par exemple que je n'aborde pas les intros d'animés pour cause d'inculture. Mais il me tarde de lire vos commentaires, ça comblera mes lacunes, et puis au passage, vous pouvez en profiter pour vous abonner, ça mange pas de pain. Donc c'est parti, naviguons ensemble dans ces génériques de séries en plongeant de plus en plus profondément dans leur niveau d'abstraction. Alors la première chose que j'ai comprise, c'est qu'un générique marquant peut parfaitement être descriptif. L'exemple type, c'est la sitcom. On prend des extraits d'épisodes où les acteurs sont mis à l'honneur, on fait un montage ciselé pour que l'image soit parfaitement synchronisée avec une musique qu'on espère devenir mythique, et paf! On obtient l'intro de Friends, la sitcom la plus légendaire de l'histoire, un doudou qu'on peut regarder en toutes occasions, et que ce générique a définitivement imprimé dans nos cerveaux. C'est un générique très bien foutu. Il remplit parfaitement son rôle, en véhiculant l'atmosphère de camaraderie et de galère, toujours surmontée avec optimisme. Mais bon, quiconque prend un tout petit peu de recul admet bien vite que c'est pas le summum de la créativité. À la limite, on pourrait souligner qu'il évolue avec les personnages au fil des saisons. Ou alors on pourrait disserter sur cette fontaine, qui joue sur le contraste entre les tenues de soirée et le bordel que génèrent nos 6 amis, ce qui transmet l'idée d'une joyeuse insouciance. Mis à part cela, c'est un générique de sitcom des plus classiques, mais quoi qu'en diront les rageux, il est cultissime. On l'aime, tout simplement. Par nostalgie peut-être, mais on l'aime. En tout cas, il n'est pas moins original que celui de How I Met Your Mother, série assez créative par ailleurs. Mais ce générique, bon, même s'il charrie aussi une bonne dose de nostalgie, l'honnêteté pousse à dire que celui-là fait un peu plus diaporama Windows Movie Maker de 2007. Waouh! C'est complètement gratos en fait. Ah bah ouais, je suis dur, mais des génériques de sitcoms plus créatifs, il y en a, hein. Prenez Malcolm, par exemple.
Là, les auteurs sont beaucoup moins sages et ils nous plongent direct dans des teintes bien saturées où toutes les couleurs nous crient « Voici le quotidien d'une famille déjantée projetée sur télé cathodique ». On peut penser à celui de The Big Bang Theory aussi, où Lore et Prady ne font apparaître les protagonistes qu'à la dernière seconde, après un aperçu des 14 milliards d'années qui nous séparent du mur de Planck, parce que c'est beaucoup plus intéressant de nous montrer l'arborescence chaotique des causes et des effets qui nous mènent à ces 5 puis à ces 7 branquignoles. D'ailleurs, j'avais jamais pris la peine de regarder toutes les images du générique, et j'ai remarqué qu'à partir du 19e siècle, c'est ultra américano-centré. Mais bon, quoi qu'il en soit, cette intro est marquante, elle reste en mémoire. Et alors là, on arrive au générique que je préfère dans cette catégorie. Celui de The Office, la version états-unienne. C'est mon préféré parce que là, on nous colle en pleine poire la banalité. La pure et simple platitude de la vie de bureau, en se focalisant sur les bouchons, puis sur les objets quelconques et vieillissants qui trahissent une routine médiocre, mais alors que la version britannique invisibilisait les personnages en se contentant de voitures qui tournent en rond, c'est typique de l'humour amer et désespéré qu'on trouve outre-Manche, dans la version américaine, on voit les personnages. Et ils esquissent des sourires, ce qui diffuse une complicité qui nous annonce, même dans la grisaille d'une boîte de cartouches d'encre, on peut s'amuser et on peut s'aimer. C'est la banalité du rire qu'on va vous montrer dans ce documentaire. Bon, voilà, là c'était le générique biscuit apéro, agréable, presque addictif, mais bourratif et pas ultra nourrissant. Arrêtez avec le pistache. Vous allez vous couper l'appétit. Donc, quittons les sitcoms et dans la grande famille des génériques descriptifs, je demande maintenant celui qui cache son jeu. House of Cards. C'est avec cette série que Netflix a changé de dimension en nous montrant le parcours d'un fumier, l'ascension d'un couple diabolique qui n'est guidé que par la soif insatiable du pouvoir. Mais le générique ne dévoile pas les bassesses auxquelles on va assister, elle reste bien dissimulée derrière la gloire des bâtiments de Washington. Ces bâtiments immenses, qui voit imperturbablement défiler la vie des citoyens. Et c'est dans ce contraste qu'on trouve l'intérêt de ce générique. Le contraste entre la blancheur des colonnes du Capitole et la noirceur des âmes de Claire, mais surtout de Frank Underwood. Et, mutatis mutandis, celle de son interprète aussi. Moi je les aime bien ces génériques avec un double sens. C'est pareil pour celui de Dexter avec ses 2 niveaux de lecture entre la routine inoffensive du protagoniste et la violence méticuleuse du tueur en série. Là c'est la mise en image de la trivialité du crime, pas besoin de nous montrer les meurtres, on nous les fait ressentir avec cet arrière-goût de banalité. Vous savez, c'est ce même arrière-goût qu'on a eu en regardant Tony Soprano faire son trajet matinal dans la banlieue de New York. Mais l'ironie visuelle de Dexter étant désormais bien connue, je préfère m'attarder sur le générique descriptif qui m'a le plus marqué ces dernières années. Vous avez vu Hippocrate? Si c'est pas le cas, je vous conseille de vous précipiter dessus. Vous pouvez même couper cette vidéo, après vous êtes abonné bien sûr, parce que vous manquez un truc là. Vraiment. Ici, j'irais même jusqu'à dire qu'on n'a même plus de la série réaliste, c'est de la série naturaliste. Thomas Lilti, c'est le Zola du monde médical. Il est capable de nous montrer crûment la première année de médecine, comme un cabinet de campagne, comme un service d'urgence bondé. Or, dans sa série, il a la chance de pouvoir aller plus loin, et de montrer plus de choses qu'en 1h30 de film. Il pousse les curseurs du naturalisme à fond, et ça commence là. Des photos. De simples photos, mais pas subliminales comme dans The Big Bang Theory. Non, là, on les voit, les soignants. On a le temps de saisir le regard des patients. Un regard qui traverse les époques, qui traverse les frontières, avec un rythme irrégulier comme celui des crises sanitaires, mais avec un cadrage cohérent, qui suggère la constance du dévouement des soignants des hôpitaux.
Pas besoin de paroles sur cette musique répétitive, pas besoin de montrer les personnages noyés dans la masse des photos, puisqu'on voit tout de suite que le personnage principal, c'est l'hôpital. Véhiculer tout ça en quelques photos, ça m'épate. Alors moi, il m'épate. Alors vous avez raison, il y a d'autres exemples reprenant ce principe descriptif parce qu'il s'adapte aussi bien aux séries policières qu'aux séries historiques. Par exemple, je suis sûr que je pourrais m'engouffrer dans un tunnel en pérorant sur le choix de chaque objet mis en avant dans l'intro de Downton Abbey. Nous sommes tellement riches. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Mais je préfère passer tout de suite au prochain niveau d'abstraction. Bon, alors, je sais pas trop comment définir ce type de générique. Allégorique peut-être, mais en même temps ils sont assez figuratifs. Bref, en tout cas je veux parler de ces intros qui se focalisent sur des éléments matériels à la portée symbolique évidente. Ici on n'est plus dans la représentation explicite sans être tout à fait dans le pur symbole. L'exemple évident, c'est le générique légendaire de Game of Thrones, avec ses bâtiments et ses villes qui poussent sur la carte de Westeros sous l'effet d'engrenages complexes. Le symbole est clair, enjeu du pouvoir, enjeu de domination territoriale, et il passe d'autant mieux qu'il est ancré géographiquement, ce qui n'est pas du luxe, parce que l'univers est bienvenu. Vous allez prévenir Brynden Tully que nous sommes en position. Non, j'y vais. Pourquoi allez-vous vers l'ouest? Mais je sais pas qui c'est, voilà. Il s'agit de l'oncle de Kathleen Stark et d'Edmure Tully. Mais je sais pas qui c'est non plus. Vous venez d'arriver, vous, ou quoi? Mais non, en plus je suis là depuis le début, mais dès que je retenais le nom d'un gars, il crevait, donc j'ai laissé tomber, quoi. Et le tout est baigné dans ce thème au violoncelle devenu tellement culte qu'on l'a entendu aussi bien dans des salles de concert prestigieuses qu'à la Tour de Londres. Donc on a compris l'idée, quand on veut poser une ambiance lourde et pleine d'enjeux, c'est encore plus efficace de le faire par allégorie, et c'est surtout infiniment plus élégant. Mais l'allégorie permet aussi d'ouvrir d'autres perspectives. Elle peut ainsi servir à inscrire le générique en contraste avec le ton ou avec le rythme d'une œuvre. Prenez La Casa de Papel par exemple, une série sans cesse en action, au point qu'on s'essouffle à force de la regarder. Dans la série, on a des braquages audacieux avec des cambrioleurs pas très bien élevés, on va dire, hein. On n'est ni dans Arsène Lupin ni dans Ocean's 11. Bon, eh bien rien de cette ambiance explosive et forcenée ne transparaît dans le générique. Au contraire, on nous montre une maquette de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre à Madrid, symbolisant la minutie du plan, mais aussi sa fragilité. Parce que c'est du papier, et sur le papier, tout semble plus reluisant qu'en réalité. Couleurs désaturées, presque noir et blanc, musique plaintive, le contraste est saisissant. Je vous prends un dernier exemple qui illustre d'après moi en quoi un tel générique peut traduire l'évolution d'une série. Borgen. Ces temps-ci, je suis pas mal plongé dans la culture scandinave. Et ça, ceux d'entre vous qui me suivent sur Twitch le savent déjà, n'hésitez pas à me suivre aussi en stream. Donc, maintenant que je suis quasiment scandinave, Chris Proll, Ikea, Johannes Bö, Lego, je me suis replongé dans Borgen, conte sur les méandres de la politique danoise. Pour résumer à la hussarde, retenez que c'est une politicienne qui prend le pouvoir et qui a des problèmes. Waouh! Tout ceci est des plus palpitants. Attendez, laissez-le finir. J'aime beaucoup cette série parce qu'elle élargit mon horizon en me montrant des enjeux différents de ceux qu'on a en France et différents de ceux dont on est abreuvé via les séries US. Mais bref, dans les premières saisons, on avait un générique qui nous montrait un par un les personnages et illustrait efficacement les enjeux. L'ombre du pouvoir se profile, la communication nous échappe, manigance, vie privée de face avec des teintes chaudes, vie politique de dos avec des teintes froides, et boum, contre-plongée sur un carrelage en noir et blanc, ne serait-ce pas là la dame, au jeu d'échecs, déterminée mais seule? Bon, on a une intro qui fait le boulot. Mais la dernière saison produite par Netflix a radicalement changé le générique.
Fini les contre-jours dans une teinte jaune, on vous plonge dans une ambiance froide, sombre et bleutée, parce que toute l'intrigue va tourner autour des enjeux polaires, le Groenland, le climat, le pétrole, et ça va séparer les personnages, les déchirer, les briser, ça occupe toutes leurs pensées, et ça risque de les faire sombrer. Même si on a une certaine continuité visuelle, je trouve frappant comment le générique traduit le changement de ton et l'évolution des personnages, surtout celui de la protagoniste, qui va perdre son intégrité signature. Mais c'est aussi très intéressant de voir que ça met en relief le changement de méthode de production. Parce que maintenant que c'est Netflix, l'esthétique change et s'aligne sur ce qui a déjà marché, avec True Detective. Allez, descendons encore d'un étage. Avant de passer au générique purement symbolique, je souhaite m'attarder sur des génériques courts, voire minimalistes. Deux cas de figure. Soit la série est elle-même un programme court et le générique a alors la difficile mission de plonger dans l'ambiance en quelques secondes. Là, c'est une contrainte structurelle plus qu'un choix artistique et, si la durée des épisodes s'allonge, on a de bonnes chances de voir le générique s'épanouir, comme dans Kaamelott, où Astier s'est empressé de jouer sur les couleurs, la musique, la typographie pour les 2 dernières saisons. Ou bien le générique de quelques secondes est un choix délibéré. Parfois, il est tellement épuré qu'on a du mal à en dire quoi que ce soit, par exemple le Bureau des légendes. Bon ok, alors on sent vaguement une tension et l'ambiance de secret que Éric Rochant instille à sa série, mais j'ai pas décelé grand chose de plus. Alors que là... Là, on la sent direct, cette ambiance western inquiétante, la chute inexorable dans le grand banditisme permise par le talent en chimie de Walter White. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous avouer un truc. Pendant 15 ans, j'ai entendu tout le monde être dithyrambique sur Breaking Bad. Blablabla, c'est la meilleure série du monde, blablabla, les personnages, les décors, le scénario, etc. Donc, ne l'ayant moi-même pas vu, mon esprit de contradiction m'avait convaincu que cette série devait être surcotée. Et puis, j'ai fini par la voir. C'est hyper bon. Ben voilà. Sa réputation n'est pas usurpée et son générique culte y contribue. Mais j'ai trouvé son préquel encore meilleur. Better Call Saul. Le brio avec lequel cette série véhicule du sens et de l'émotion visuellement m'a médusé. L'image de cette série est géniale. Et le générique ne fait pas exception. Il a la particularité d'être différent à chaque épisode, avec des couleurs sursaturées qui nous transportent instantanément dans cette ambiance de paraître, de magouille sordide, de déchéance imminente. Je compte bien reparler de cette série un jour, donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Changement d'ambiance avec le générique de The Good Place. Étrange ce choix. Seulement quand on constate après le premier épisode qu'on est au paradis, là où l'héroïne, qui est une ordure, a été envoyée par erreur, eh bien on comprend bien mieux l'idée de simplicité, de pureté presque, véhiculée par ces 8 secondes. Et quand on suit les conséquences désastreuses de cette erreur, on ressent cette espèce de petit malaise lancinant d'un générique trop simple,
avec ce vert pomme criard et cette mélodie entêtante. J'en dis pas plus, allez voir cette série ou alors, pour continuer dans les œuvres philosophiques, restez avec moi devant Black Mirror. Vous connaissez le concept de Black Mirror, et dans le cas contraire... Je me demande dans quel patelin de très haute montagne vous vivez pour pas avoir encore entendu parler de ça. Dans le cas contraire, en bref, vous pouvez retenir que c'est une anthologie qui explore les travers et les limites éthiques de la technologie galopante. La société, on vit dans une saucisse, hein. C'est bon. Là, on rentre dans du symbolisme bien méta. On a d'abord des effets sonores et visuels évoquant des appareils électroniques et, par métonymie, la technologie, puis le titre s'affiche, et enfin l'écran se brise. Cette cassure a un sens très transparent, mais ce qui est génial dans ce générique, c'est son lien avec le titre. L'écran est un miroir, et qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir noir qui vient de se fendre ? Votre reflet. Nous autres, spectateurs affalés devant nos écrans, portons les germes de la possible dystopie. 15 secondes et tout est dit. Du très grand art. Bon voilà, tout ça est très connu, mais c'est tellement bien que je ne pouvais pas le passer sous silence. Dernier niveau d'abstraction, le pur symbolisme. Évidemment, tous les génériques précédemment évoqués comptent une part de symbole, sinon ils n'auraient que peu d'intérêt. Mais certains d'entre eux sont, par essence, une énigme, impénétrable si on ne connaît pas le détail de l'univers montré à l'écran. Je pense ici à une série qui a beaucoup attiré l'attention il y a bientôt 2 ans. Les anneaux de pouvoir. Rings of Power. Les anneaux de Pouvoir. Les anneaux de pouvoir. La méga série d'Amazon a déchaîné les passions avec des critiques parfois très pertinentes, parfois beaucoup moins. On a disserté sur ses libertés vis-à-vis de l'univers de Tolkien, ses décors, ses personnages, sa cohérence interne, son scénario, sa mise en scène, sa musique, mais assez peu de son générique finalement. Pourtant, Amazon nous a bassiné dans sa promo avec cette intro. Et vas-y que je te filme des grains de sable en HD, et vas-y que je fais vibrer des plaques de métal, et le résultat est élégant. Mais on en a assez peu parlé. Alors déjà parce que l'ensemble des critiques s'est concentré ailleurs, mais peut-être aussi parce qu'ici le symbolisme est poussé à fond, à tel point qu'il en devient difficile à comprendre et même quasiment contre-productif. L'idée sous-jacente ici, c'est que les vibrations sonores organisent les grains de sable en structures particulières, de même que les Valar, les divinités de la Terre du Milieu, ont créé le monde par la musique dans le légendaire de Tolkien. Sachant ça, les plus acharnés peuvent passer des heures à décoder les images, ou ça doit être des anneaux ça, ou ça ce sont les arbres de Valinor, ou ça c'est l'ombre de Morgoth ou de Sauron, ou là c'est l'œil de Sauron. Bon, c'est très recherché, c'est assez joli, c'est plein de sens, mais on touche peut-être là aux limites du niveau de symbolisme qu'on peut incorporer dans des génériques. Allez, pour finir, j'aimerais élargir un peu la focale, car pour le moment, nous nous sommes plutôt concentrés sur les séries du XXIe siècle, mais les génériques sont évidemment bien plus vieux, et ça vaut donc le coup de dézoomer. En plus, pour ma part, j'ai ce petit plaisir en visionnant les séries plus anciennes, à y voir les modes et les mentalités de leurs époques encapsulées dans leurs génériques. Donc ça m'amuse. Déjà, notons que les génériques étaient souvent absents des séries télévisées à leur début, qui étaient surtout destinées à l'orée des années 50 à vendre du savon. Dove creams your skin while you wash. Ces soap-opéras ont vite gagné en popularité et n'ont jamais vraiment quitté nos écrans, avec des génériques qui se contentent souvent de plans sur les personnages et sur des images contextuelles. Pourtant, on peut remarquer la créativité de certains d'entre eux, comme celui savoureusement ironique de Desperate Housewives. Et on a beau se moquer gentiment de ces soap-opéras, ils ont souvent bien plus à dire qu'on ne le croit, comme le souligne l'historienne Delphine Chedalot. Ils ont été investis très tôt d'une dimension sociale. Des scénaristes influentes comme Irna Phillips ou Agnès Nixon les ont utilisés pour éduquer les spectatrices et diffuser certaines transformations sociales au sein des foyers américains.
Les histoires de grossesse non désirée, d'avortement, de viol, de maladie mentale, d'alcoolisme côtoient ainsi les problèmes de cœur des personnages et les rivalités familiales. Bien sûr, les soaps reformulent ces questions sous un angle individuel, mais ils sont parfois plus progressistes que d'autres formats parce qu'ils n'apportent que très rarement de solutions unilatérales aux problèmes moraux qu'ils posent. Dans la continuité des années 50 et 60, la télévision s'imposant comme un média de masse, la série devient une œuvre à part entière et le générique gagne en importance. Il se destine à toutes les générations. Parfois, tout nous est expliqué en chanson. Un cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Ou même en voix off. Les Envahisseurs. Avec Roy Thinnes dans le rôle de David Vincent. Les Envahisseurs. Des êtres étranges venus d'une autre planète. Et parfois, les simples images suffisent à situer le scénario, mais surtout une certaine esthétique kitsch, typique de cette période. Mais globalement, les génériques deviennent plus créatifs, même si on sent bien le coup de vieux depuis notre 2024. Au tournant des années 70, on rentre dans un âge d'or du feuilleton, avec une diversité dans les genres qu'on retrouve dans les génériques. Science-fiction, sitcom, espionnage, polar, historique, historique plus polar, historique plus drame. Bref, le générique se décline désormais à toutes les sauces et peut même s'autonomiser comme dans Chapeau melon et bottes de cuir. Mais, si je devais choisir un générique, un seul, qui encapsule d'après moi les 70s, alors je prendrais Amicalement Vôtre. On nous colle sous les yeux deux destins parallèles, le Lord British et le self-made man américain, qui se rejoignent et communient dans l'oisiveté et la drague lourde entre deux enquêtes un peu neuneux. En regardant ça, on se croirait revenu sous Carter ou sous VGE, et ça, c'est vraiment sans sas. Et c'est pourquoi je vous regarde ce soir, et c'est pourquoi aussi vous me regardez. Les années 70 sont aussi des années expérimentales pour les séries comme pour les génériques, car c'est durant ces années que l'on voit naître les collages emblématiques de Terry Gilliam pour les Monty Pythons, et puis en France, on voit débarquer les Shadocks. Puis vinrent les années 80 et le règne de l'action que transcrivent assez bien les génériques de Magnum ou de MacGyver. Les séries pour la jeunesse prennent alors une plus grande place, Alf, Dragon Ball, mais elles se généraliseront surtout dans les années 90 avec le Club Dorothée qui donne la part belle aux chansons et aux génériques. Voici venir les années 90 donc, qui voient aussi leur lot de génériques cultes en étant souvent centrés sur les personnages, mais qui seront pour beaucoup entrés dans la mémoire par leur musique. Et j'arrête ici cette longue mise en perspective, regrettant de ne pas être plus exhaustif et espérant que vous me compléterez en commentaire. Alors, que dire pour conclure ? Eh bien, les génériques sont d'après moi des petites œuvres à part entière, qu'on a raison de chérir parce qu'il faut bien des trésors de créativité pour poser une ambiance en quelques secondes, en jouant habilement sur la musique, les couleurs, la typographie, les symboles, le cadrage.
Et même l'absence de générique dans certaines séries est également intéressante. Dans ce cas, les auteurs font le choix de ne rompre le récit sous aucun prétexte. Un bon générique est donc un condensé de cinéma. Avec l'apparition des plateformes de VOD, leur multiplication fait craindre une uniformisation des génériques, comme le note la critique Lola Landekitsch. Sur l'uniformisation des séries, il y a plusieurs phénomènes à l'œuvre. Si vous prenez True Detective, il y a un phénomène de tendance. Après la diffusion de cette série, plusieurs productions ont commencé à demander aux graphistes de leur créer des génériques du même genre. Il faut aussi savoir qu'aux États-Unis, il n'y a que très peu de studios spécialisés dans la création de génériques. Donc si les génériques paraissent similaires, c'est parce que ce sont les mêmes gens qui sont derrière leur création. Plus inquiétant encore, en nous gavant de séries, on tend à se lasser des génériques et à utiliser ce petit bouton-là qui nous permet d'optimiser notre binge-watching. Bref, on aurait des raisons de s'alarmer, mais pour ma part, je ne suis pas inquiet outre mesure parce que tant qu'il y aura de bonnes séries, il y aura de bons génériques. Et voilà, en somme, pourquoi les génériques nous marquent. Pour faire, mec. Je vous remercie du fond du cœur d'être aussi nombreux et nombreuses à suivre mon blabla. Vous êtes des crèmes. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch ou sur YouTube. Et puis sur ce, rideau.